Bonjour à tous et à tous et bienvenue à cette dernière conférence du cycle de conférences du parcours de la céramique 2023. Celle-ci a pour titre l'influence de la Domus Aurea dans l'art dès le XVIe siècle et elle vous est présentée par Jean-Gabriel Père, expert en céramique ancienne, président d'honneur de la Compagnie nationale des experts et président de la commission culturelle du Syndicat national des antiquaires. En espérant que celle-ci vous plaise. Merci. Je commencerai par vous dire que j'ai toujours été un adepte d'un grand monsieur, j'ai un trou, mais il me reviendra, qui a parlé sur les grotesques. Et j'ai découvert, il y a à peu près entre disons 15 et 20 ans, dans un journal style Match, une page où il y avait écrit si vous désirez visiter les premiers travaux qui ont été faits pour la Domus Aurea, réservez. J'ai réservé, je suis parti. Et j'ai donc vu. Et les photos que vous allez voir dans un premier lieu, ce sont les toutes premières photos que j'ai faites pour la Domus Aurea, ou Maison dorée de Néron. C'est volontairement que je vous ai mentionné par écrit ces choses-là qui peuvent vous permettre de bien capter. L'architecte est Célers, le peintre Sévérus, on le sait. C'est la naissance d'un nouveau décor qui aura lieu dans le XVIe siècle. Grâce aux découvertes antiques, il sera utilisé dans les villes, palais, et là aussi, j'aurai la possibilité de vous montrer des palais avec des décors de grotesques. André Chastel, dont je voulais vous parler tout à l'heure, où j'étais malheureusement trop jeune, ou lui trop vieux, pour n'a pas avoir pu assister aux conférences qu'il faisait. Mais son livre sur les grotesques est mon bréviaire et je l'ai toujours avec moi. Vous avez ici les premières photos. Nous étions une dizaine, casqués, interdiction pour moi. J'avais dit que je viendrais faire des photos, d'avoir un pied. Donc vous aurez l'indulgence de voir des photos qui marquent, qui sont les toutes premières que j'ai pu sortir. Il y a eu à la télévision, etc., des émissions faites sur la Domus. Après, je suis retourné où il y a eu également un film qui a été lancé. Mais vous avez donc sur la photo de gauche ce que l'on peut voir et l'entrée qui est ici. Et si vous voulez, bien entendu, tout le monde peut savoir que la Domus était une énorme propriété avec d'énormes bâtiments qui couvraient tout l'Esquilin. Et j'ai voulu, je suis un peu ému parce que j'arrive à l'instant pour vous parler de ce que j'ai vu. Et je n'ai pas non plus, et sachez-le, retouché aux photos. Donc vous verrez que vous avez des ocres rouges qui sont extrêmement prenants. Donc j'ai voulu vous montrer également que les plafonds sont quelque chose, sont des plafonds à caissons que toutes les villas reprendront dès le XVIe siècle, qui ont pour la plupart disparu, mais vous voyez encore ces plafonds à caissons sur la photo de gauche, et les hauteurs des murs
qu'on a ressortie, mais si vous voulez, depuis tant de siècles, elle a été recouverte de plein d'alluvions, etc. Mais tous les décors sont des décors extrêmement intéressants et aérés, parce que vous verrez que dans les villas du XVIe que j'ai prises, le décor est malgré tout plus chargé. En général, les hauteurs de ces murs de 15 à 18 mètres et tous les plafonds sont à voûte. Vous avez donc ici également, si vous voulez, ce sont les premières restaurations que vous voyez qui ont été faites il y a à peu près 20 ans. Et vous avez ici, on voit comme des fenêtres et des guirlandes, et le décor que vous voyez, toutes ces ferronneries, ont été peints à fresque. Je reviendrai pour vous parler du décor à fresque, mais vous commencez à les voir. Donc, la chose importante, c'est de savoir que la peinture murale va être posée sur un enduit intonaco avant qu'il soit sec, ce qui permettra au décor de pouvoir durer plus longtemps puisque la couleur va s'imprégner. Et le travail est un travail extrêmement délicat et difficile, car c'est un travail qui doit être fait très, très rapidement. Si vous voulez, vous avez ici un premier grotesque qui vous montre une sorte d'oiseau avec un long bec et de grandes ailes. Mais ici, par exemple, il m'était très difficile, je vous l'ai dit, je faisais mes photos en faisant des macro-photos aussi, mais ne pas avoir de pied, c'était quelque chose d'assez difficile. Mais si vous voulez, le décor que vous avez là, c'est une femme ailée, une figure anthropomorphe qui représente ce personnage aérien. Donc, ce que vous commencez par voir, ce sont des peintures qui vont être posées petit à petit par les peintres dans la Domus. Ce premier motif, c'est un de ceux que j'ai vraiment cherché. Vous connaissez tous ce grotesque, qui est une sphinge, qui a des ailes, et ce qu'il faut remarquer, toutes les grotesques qui sont dans la Domus sont posées dans des bandeaux transversaux ou longitudinaux. Les grotesques ne sont pas posés, comme vous les verrez dans les villas qu'on verra dès le XVIe siècle, jetés d'une manière simple, toujours à décor à fresque, mais c'est toujours dans ces bandeaux. Les coloris sont absolument identiques. C'est un peu, encore une fois, légèrement flou par rapport à mes photos à moi. Mais bon, ici aussi, vous avez un grotesque particulier avec un corps d'animal, une tête peut-être de lion, je ne sais pas. Ici, c'est plus facile à reconnaître parce que ce sont des tritons à buste d'homme, ou le premier avec tête de cheval, qui sont reconnaissables, enchâssés dans ce bandeau transversal avec des grecs que vous voyez. Ce qui était intéressant, c'est que, si vous voulez, le travail
que j'ai pu voir en allant à l'ouverture, c'était qu'on n'avait pas encore repeint les fresques. Ce que vous voyez, c'est ce qu'ils ont décrouté et qu'ils ont pu ressortir, qui était quelque chose d'extrêmement important. Ici, on voit un monstre, vous voyez ce corps énorme et ses ailes, et c'est bien sûr deux photos qui n'ont aucun rapport, mais vous voyez que c'est toujours dans des rectangles, et ici, un côté plus agréable, ces tourterelles qui sont sur des nids avec des guirlandes de fleurs posées directement sur le mur. Vous avez ici les détails de plafond où les travaux qu'ont ressorti les archéologues, on peut voir les parties du plafond sont en relief, ce sont des plafonds à caissons, et il y a toujours des scènes mythologiques qui sont à côté des décors de grotesques. C'est peut-être le plus beau des plafonds que j'ai vu, que vous avez sur la gauche, et sur la droite, j'ai essayé. Mais la scène mythologique, il faut plutôt que vous l'imaginiez, je l'ai regardée avec des jumelles, c'était flou malgré tout, mais vous avez quelque chose d'écrasant quand vous êtes dans cette maison dorée de Néron, et votre œil est pris de tous les côtés, mais effectivement, il y a des moments où on était peu nombreux, je vous ai dit, on était peut-être 10 ou 12, pas plus, où j'ai pu quand même avancer pour vous montrer ce que j'ai pu trouver. J'arrête sur ces deux photos. Si vous voulez, nous sommes peut-être à 15 mètres du sol, il faisait un soleil magnifique dehors, regardez l'eau qui coule, les échafaudages que vous avez là, c'est pour pas que les murs s'écroulent, et je n'ai pas trouvé la signature, mais j'ai à vous parler d'un personnage extrêmement important qui est il Pinturicchio, Bernardo di Betto, qui va faire à Spolète une chapelle. J'avais suivi mon travail de Chastel, et il y a à Spolète une petite chapelle qui est la chapelle Eroli, où Pinturicchio a fait un décor de fresque fantastique que vous verrez quand nous arriverons à la chapelle Baglioni de la cathédrale Santa Maria Maggiore a Spello. Mille excuses, amis spécialistes et italiens de surcroît. Donc ça prouve que des peintres sont venus dans la Domus bien avant qu'on la découvre. Et ce sont grâce aux peintres que les grotesques vont se développer. Et on en parle maintenant, mais vous verrez les grotesques qui vont se développer sur la majolique d'abord. Ça, je vous laisse le lire, parce que je vous montre ici, j'ai pris une carte, j'ai travaillé sur toutes ces régions que vous avez en jaune. Et je vais vous les... Je sais que je les ai marqués. Il y a le Latium, l'Ombrie, les Marches, la Toscane, l'Émilie-Romagne, la Vénétie,
j'ai fait tout ça, rassurez-vous. Comme j'ai dit à notre collaboratrice ici présente, j'ai fait extrêmement attention pour que vous ne passiez pas un trop long moment avec moi dans le travail que j'ai fait. Là aussi, je vous en parle parce que Chastel m'a bien appris le langage agrotesque, qui sont des choses extrêmement délicates, mais chaque fois que une grotesque arrivera et qui va dans le sens de ce que je vous montre, je vous donnerai son nom exactement. Ici, en 1516, au moment de l'achèvement des fresques de la chambre de l'incendie, il va y avoir Raphaël qui va décorer la chambre du cardinal Bibbiena au 3e étage du palais du Vatican, et il va, si vous voulez, montrer les grotesques, mais avec un travail que vous remarquez qui est beaucoup plus chargé, qui va devenir ce qu'on appelle le décor raphaëlesque, puisque c'est lui qui les a faits. Et si vous voulez, il est utilisé bien sûr sur la majolique et considéré comme l'une des expressions les plus caractéristiques du maniérisme renaissant. Et si vous voulez, qui va perdurer tout le XVIe et tout le XVIIe. Et si vous voulez, je vous montre un grotesque, ça s'appelle un zéphyr, et vous en verrez un qui est chez nous, dans notre musée de Sèvres, qui est quelque chose d'exceptionnel, et vous verrez, j'ai fait 2 photos sur la 2e photo, qui est aussi chargée, vous avez énormément d'animaux, des serpents, des écureuils, mais qui est malgré tout un travail extrêmement, je dirais, un peu lourd, avec ses formes végétales mêlées aux figures humaines. Nous commencerons par Mantoue. Mantoue, je suis allé une première fois, le musée était fermé, le palais du thé. Je vais au renseignement, on m'explique qu'on fait les restaurations du jardin secret de Gonzague. Donc, je dis, ça va être ouvert quand? Oh, peut-être dans un an. Allant chaque année en Italie, je suis retourné à Mantoue, avec des amis, bien sûr. Et j'ai donc vu, et vous allez voir comme moi, toutes les restaurations qui ont été faites dans le jardin secret qui a été conçu par Jules Romain en 1526, et ce sont les élèves de Romain qui vont peindre à fresque ce que vous voyez ici. Le jardin secret se trouve quand on rentre au Palais du Thé à gauche. Alors regardez les coloris dans la première salle, et vous voyez qu'ils ont malgré tout respecté la manière dont faisaient les grotesques dans la Domus. C'est tout sur des panneaux transversaux, et vous avez une scène mythologique au milieu. Et j'attire votre attention parce que regardez les fonds violets que vous avez ici, qu'on voit mal, mais qui sont de très grande qualité. Donc, il y a bien sûr les sphinges qui sont très respectés, et que vous voyez. Tout le jardin secret
est peint à fresque. Et Isabelle d'Este avait elle aussi un jardin secret que malheureusement, moi j'ai eu la possibilité de le visiter, mais le public ne peut pas le visiter. Et je parle toujours du geste subtil des courbes et des contre-courbes quand on regarde ces fresques, et vous voyez que là aussi, vous avez une scène mythologique qui se trouve au milieu. Mais, comme je vous le disais en tout début de travail, que les peintres qui vont peindre à fresque sur le mur des villas, c'est un travail qui est beaucoup plus lourd que ce que vous avez vu dans la Domus Aurea. Et ça, on ne peut que le sentir. Je ne dis pas que ça m'a gêné, mais si vous voulez, il faut avoir une concentration extrêmement pointue pour tenir ces volumes et ces décors. Ici, vous avez ce qu'on appelle des figures hybrides anthropomorphes. C'est ici. Vous remarquez bien que vous avez un buste d'homme complètement coupé avec un bas fait avec des feuilles. Donc, si vous voulez, ces décors hybrides sont terminés toujours, bien sûr, par des feuilles, et il n'y a absolument pas à imaginer que l'on ait voulu montrer un érotisme quelconque dans ce décor. Je veux seulement vous parler d'un mot que Chastel m'a appris. Ce décor synalagmatique. Vous voyez, j'ai tracé une ligne imaginaire. Cela veut dire que le côté gauche est totalement égal au côté droit. C'est ça ce qu'on appelle un décor synalagmatique. Et pour vous amuser, ce petit détail, les serpents qui sont en train de prendre le lait des mamelles des chèvres. J'ai eu une très grande émotion en allant à la villa Caprarola ou Palais Farnèse. Si vous voulez, c'est un travail qui a été très long. C'est Antonio da Sangallo qui va y travailler, et ceux qui vont développer, qui vont faire des salles fantastiques, c'est Taddeo Zuccaro, jusqu'à sa mort en 1566. Et si vous voulez, partant de la villa, il m'a fallu pratiquement 3 à 4 jours pour me remettre. Ici, on rentre, vous avez à gauche la loggia, et à droite, en tout petit, l'énorme escalier en colimaçon qui est colossal. Si vous l'avez vu, donc vous avez vu qu'on monte, ben on est pris. Et j'ai essayé de montrer une ou deux photos de cette montée d'escalier qui a été fait par Taddeo et Federico Zuccari. C'est aussi un énorme travail à fresque qu'ils ont fait. Ici, vous avez la grande salle d'Amalté, que vous avez vue aussi. Il y a 4 salles. J'ai surtout voulu prendre
la photo qui est à droite avec ce grotesque tératromorphe, ce qui est le mot qu'utilise notre ami dans le décor à grotesque. Et je pense, personne ne l'a dit, que j'en ai retrouvé certains, que ça peut être Antonio Tempesta qui a travaillé. Il a travaillé, c'est dans les écrits, mais que ce travail est peut-être de lui, comme les deux bandeaux que je vous montre ici, qui se trouvent dans le principe du style néronien, avec les bandeaux en hauteur. Là aussi, peut-être un travail tardif de Tempesta dans les années 1580-85. Voilà Spoleto. Là, je dis rien. Je vous laisse lire. Voilà les fresques que j'ai découvertes dans la chapelle Airoli de la cathédrale Santa Maria Assunta. Et des fresques de Filippo Lippi, ça, je vous l'avais déjà dit. Et certains savent que je travaille sur les décors à gypserie d'Aix-en-Provence. J'habite Aix-en-Provence depuis plus de 40 ans, et pendant l'heure que nous avions à nous promener pendant le confinement, j'ai poussé des portes, et ça, j'ai redécouvert ce principe qui a été peint par Filippo Lippi en gypserie de la même manière, et peut-être que vous verrez un jour ou écoutez ma conférence où j'ai mis en parallèle ce décor de la fresque avec les grotesques en gypserie. Là aussi, vous avez encore un sphinge, et là aussi un jeu toujours. Si vous voulez, tous les peintres, pour pas toujours trop donner de décors lourds avec des grotesques, jouent un jeu de courbes et de contre-courbes. Et la grotesque de gauche, est une figure pittoforme, aussi dans le langage de Chastel. J'ai voulu vous montrer l'ensemble du plafond de Filippo Lippi. Regardez les coloris. Dommage, elle est malheureusement aussi un peu floue. Un mélange de vert et de bleu et de mauve qui sont assez exceptionnels. Là, j'avais déjà visité l'Italie, j'y vais régulièrement. Mais vous allez voir à Orvieto aussi quelque chose que pas toujours les visiteurs regardent. C'est quand même, ce sont des fresques de Signorelli entre 1499 et 1505 que vous avez devant vous, où c'est peint à l'or. Les figures, ce sont des figures anthropomorphes, zoomorphes, sur fond or. Et pour vous expliquer, il m'a fallu me coucher par terre pour pouvoir faire mes photos. Et je jure que je commence à vieillir, donc c'est un peu trop tard pour moi, mais un échafaudage aurait été exceptionnel pour pouvoir faire les photos de ces décors d'exception. Je n'ai pas un autre terme à dire. Des figures aussi monstrueuses. Vous avez le langage de la grotesque, toujours avec
les tératomorphes insolites à gauche et pitomorphes avec ce buste ailé à droite. Et j'en ai fait, j'ose pas vous dire, peut-être une centaine de photos. Et là aussi, il m'a fallu un certain temps pour me remettre à peu près en forme. Une grotesque hybride à tête de chien à gauche. Et regardez tout cet enchevêtrement que l'on a dans ces décors. Et quand vous êtes dans cette petite chapelle, le plafond ne fait pas cette valeur-là, c'est beaucoup plus petit. Alors là, c'est une colle que je vais vous poser. Je vous laisse lire, mais avez-vous, tous ici présents, remarqué, vous voyez que j'ai parlé de 800 mètres carrés. Vous avez la première galerie, qui est un feu d'artifice. Tout est peint à fresque. L'avez-vous vu? J'ai passé aussi plusieurs jours. Ce sont les plafonds que vous traversez pour aller voir les Botticelli, les Granard, etc. Eh bien, toute la longueur jusqu'au Ponte Vecchio est couverte de ce décor à fresque. Je vous laisse regarder ce décor, mais je vous ai choisi quelques-uns dont ce grotesque tératomorphe et pitomorphe à droite, qui là aussi, puisque j'ai lu que Antonio Tempesta y avait travaillé, que peut-être ce décor serait de lui. Mais ça, c'est moi qui le dis, c'est personne d'autre. J'ai pris cette photo pour vous montrer ce zéphyr à buste d'homme et à pattes de bouc qui reviennent régulièrement. Ici, vous avez à la fois des crabes et des poissons, comme à la chapelle Eroli à Spolète. J'ai gardé pour la dernière photo cette pie qui mange la sardine ou le maquereau, et l'autre pie qui est avec le maquereau entier. Eh bien, si vous allez à notre musée à Écouen, je ne pouvais pas vous mettre tous ces parallèles. Il y a un sol avec le même principe qu'a peint Massimo Abaken, dans le même principe. Je les ai photographiés, j'ai eu la chance de pouvoir visiter un ami qui est mort maintenant, qui était conservateur à Écouen. Il m'a dit, tu viens quand Écouen est fermé, et comme ça tu pourras te promener, photographier tout ce que tu veux. Donc c'est ça aussi les amis. Faenza, rassurez-vous, pourtant, il y a un grand musée à Faenza de faïence, mais ce que je voulais vous montrer, c'est ce que l'on appelle le parapluie néronien. Ce grand parapluie est dans tous les décors, même il y en a dans la Domus, et c'est sous un plafond d'une galerie que j'ai trouvé ce décor.
ça s'appelle Voltone della Molinella, le coin où j'ai pu photographier ça en vous prenant seulement deux détails d'une grotesque pythomorphe avec des ailes qui remplacent le buste et toute une composition végétale. Et nous arrivons dans les décors sur la Majolique. Ce que j'ai vu, donc, si vous voulez, ils ont commencé à la Casa Pirota, qui est aussi tout près de l'atelier de Faenza, et vous avez Piloto de Gaspare et ses fils qui vont poursuivre leurs activités. Les premières majoliques à fond Berrettino, si vous voulez, on l'utilise sans toujours trop le dire, c'est le bleu doux que les moines importaient de Turquie pour leurs frocs. Et vous avez les grands majoliques, Guido Fontana et ses fils, Durantino, Orazio. Bref, ce style va perdurer dans tout le XVIe et dans l'apogée des grands centres faïenciers. Vous avez ici deux Tondino avec une Sainte et Saint-Joseph, et ce sont des fonds de Casteldurante du milieu, à mon avis, du XVIe, que j'ai pris dans des expositions, pas dans les musées. Ça, c'est un plat Berrettino synalagmatique, comme je vous l'ai dit. Je vais vite pour vous le montrer, où vous faites une ligne longitudinale et vous voyez bien que le côté gauche est égal au côté droit de par le travail du peintre, avec des figures hybrides en majorité anthropomorphes. Là aussi, deux plats Berrettino de Casteldurante d'une exposition que j'avais vue à Pesaro. J'ignore si vous connaissez Pesaro, mais il y a un musée exceptionnel sur la Majolique, où vous avez des plats en Majolique de très très grande qualité. Mon ami doit le connaître très bien, italien, et c'est un magnifique musée à voir. Si vous voulez, le travail du céramiste ou des deux céramistes est similaire, parce que dans les deux catégories, il y a des personnages tératomorphes, insolites, à gauche une sorte de dragon avec queue et nageoire, et pythomorphe dans la composante végétale, partant de la tête à droite, vous voyez, avec toutes ces lignes, courbes et circonvolutions. Alors là, je pense que vous connaissez tous ce plat, qui est un plat ombilique, Urbino, Patanazzi vers 1600, là aussi un ordre synalagmatique propre au décor, mais j'ai un ami qui a disparu, qui était ami de Sèvres, et qui a pu, avec son épouse, tous les deux italiens, me faire la traduction de l'inscription que vous avez sur la photo de gauche. Si on doit me nuire ou se moquer de moi, que je puisse en faire autant à tout un chacun. Et si vous voulez, j'ai un petit frisson parce que c'est ce couple, amis de Sèvres, qui étaient des gens très doux
et m'avait dit, Jean-Gabriel, on va essayer de te trouver le cartouche, parce que personne ne l'avait traduit. Ici aussi, un très beau Castel-Durante à grotesque thératromorphe, figures hybrides, qui est lui aussi, il est lustré à Gubbio, et il se trouve également au musée de Sèvres. Un petit aperçu pour vous montrer quelques magnifiques plats qui se trouvent au Bargello, pour vous changer un peu les idées et vous montrer le décor grotesque qui se développe dans la majolique italienne. Et pourquoi j'ai voulu vous parler du palais ducal d'Urbino pour ces photos. Écoutez, je vous montre deux photos que j'ai prises, qui sont des peintures qui ont été faites entre 1470 et 1480, et vous n'avez pas l'impression que ce sont des décors bérins que vous regardez. J'entends les Bérain, Bérain Ier et Bérain II, qui étaient les ornemanistes de notre roi Louis XIV. Donc, je n'ai pas dit qu'ils sont venus à Urbino copier, mais c'est quand même très, très proche, je trouve. Alors, bien entendu, la gourde de Rouen de Maceo Abaken à 4 passants était bien là pour me conforter, me justifier et de vous montrer que quand même, là vous avez un magnifique zéphyr canéphore, puisqu'il porte sur sa tête un grand bouquet, et si vous voulez, il a ses branches qui tournent, et vous avez ici ces têtes de masque à gueule béante, et avec la terminaison en forme de crochet, qui est du pur style des grotesques de la Renaissance italienne. Et donc, ce zéphyr qui revient régulièrement dans les... J'ai voulu vous montrer encore deux détails, parce que ce que j'aime à dire est quelque chose d'important. Quand vous regardez une céramique ou vous regardez un objet, il faut rentrer dans la pièce, parce que c'est en rentrant dans la pièce que vous pouvez comprendre cette pièce. Et vous verrez, à propos de... Oui, ça c'est pour faire un rappel. Donc, si vous voulez, j'ai eu entre mes mains, chez un collectionneur, il avait beaucoup de planches de Bérain, et j'ai pris chez lui, je ne sais plus, je dis plus, je ne sais pas s'il existe encore ce monsieur, et j'attire votre attention sur cette partie-là, et je vais vous montrer le plat. Il l'avait aussi. Et si vous voulez, bien entendu, nous le savons tous, on ne copie pas entièrement les gravures de Bérain. On utilise des parties. Mais on voit bien les singes, puisque le singe est... Comment? Ça, c'est Moustier. C'est Moustier. Non, mais vous avez raison. Non, Moustier. Et si vous voulez, vous avez une dentelle autour du plat que je n'ai pas prise, je voulais prendre que l'intérieur. Un des
plus beau plat que j'ai eu entre mes mains. Il a une petite fêlure. Je dirais quelque chose. Je pense que c'est Antoine II, fils de Pierre Ier Clérici, qui a fait ce plat. Il n'est pas signé. Il y a ici des experts en moustier qui pourraient contester ce que je dis. Mais regardez la couleur, même il a un petit côté un tout petit peu flou, mais c'est un des plus grands plats que j'ai pu connaître. Et j'ai un trou, je ne sais plus où je l'ai photographié, celui-là. Alors, regardez, je vous ai expliqué que les décors étaient toujours dans un principe synalagmatique. Je reviens en arrière pour vous montrer quelque chose. Vous voyez, si je trace cette ligne longitudinale, le côté gauche est égal au côté droit. Mais c'est pour ça que j'explique toujours qu'il faut, comment dirais-je, rentrer dans la faïence. C'est-à-dire qu'il faut faire des macrophotos pour voir que ce symbole qui est là, eh bien, regardez, c'est pas la même, c'est pas le même décor. Et ça, il n'y a que la macrophoto qui peut vous le montrer. Bon, ici, j'ai pris cette photo car on en voit régulièrement dans les décors. Oui. Et de l'autre côté, un détail de ce grand plat. Et j'arrive ici, regardez-le bien, parce que il a une histoire, ce plat. Ce plat que vous avez a été présenté, je dirais, il y a une trentaine d'années, ou 35 ans, rue de Beaune, en objet extraordinaire dans une galerie où deux antiquaires se partageaient le magasin. Et j'ai trouvé non seulement ce plat qui était pour moi un trésor, mais le décor, vous voyez, c'est un orchestre de musiciennes et l'artiste, sur tous les petits détails qui sont là, chaque personnage porte un instrument. Ce plat, le collectionneur m'a appelé et m'a donné à vendre toute sa collection, ce qui était surprenant, parce qu'il collectionnait à la fois la faïence et la porcelaine tendre. Ça, je n'en connais pratiquement pas. C'est ou l'un ou l'autre, mais pas les deux. Et ce plat est passé à Monaco, et même si la céramique se porte pas très bien, je peux quand même dire, j'ai appelé le collectionneur, ils étaient quand même deux à la fin, et les deux étaient des collectionneurs que je connais. Il y en a un qui est aux USA, qui a donné toute sa collection à la Frick Collection, et ce plat avait en longueur 63,7 cm. Il a fait quand même 62 000 € au marteau, tout de même, pour dire que la faïence ne marche pas trop bien, mais il est vrai, mesdames et messieurs, que la faïence, surtout la faïence de petit feu, est quelque chose qui marche mal. Une assiette de la veuve Perrin, marquée VP,
que je vendais en vente publique, 1000, 1200 euros, à 200 euros, il n'y a aucun preneur. Mais quand même, continuons, parce que pour vous montrer les pièces, alors regardez, ce pouteau a peut-être une viole. Ils ont tous quelque chose, là, une flûte. J'aurais pu passer 2 heures, ne serait-ce que sur ce plat, mais je veux quand même avancer sur le travail que je m'étais proposé de vous montrer. Je ne pouvais pas parler de la faïence de Moustier sans parler d'Alcora. Madame Allais a toujours dit un mot qui correspondait au personnage. Alcora, c'est Vincennes, et Moustier, c'est Sèvres. Et je dirais que pourquoi pas, parce que je vais vous montrer quelques pièces qui sont passées. Donc, vous avez ici, regardez, ça c'est Lens. Regardez le travail qui a été fait. Donc, on me dit qu'on doit rendre la salle plus rapidement, donc j'avance. Ça, c'est un plat de Cristobal Cross qui appartient à une amie de Marseille. Je les passe rapidement. Non, mais parce que je voudrais quand même vous parler un peu de Moustier, bien sûr. Pour faire un peu de rage à un ami ici présent, j'ai eu la chance d'acheter à Pierre Bappe, qui est mort, qui a été grand collectionneur, et qui m'a invité chez lui pour que je lui vende des plaques d'Alcora. Et c'est un des premiers travaux de Oléris, qui est parti à Moustier et qui a fait la polychromie de Grand Feu, alors qu'on faisait que du bleu. Et elle est signée. Et c'est Pierre Jourdan-Barry qui est venu à la galerie. J'étais au 17 rue du Bac et qui l'a acheté. Voilà. J'aurais voulu surtout vous parler de ces décors à grotesques que je ne voudrais pas utiliser le mot grotesque puisqu'ils ne correspondent pas au travail que je viens de vous montrer. Pour moi, j'adore ces décors. Ce sont des figures caricaturales, c'est tout. Peut-être qui ont été un peu travaillés avec les décors de... je vous les passe parce que je veux vous montrer surtout les gobies de Callot, mais les grotesques qui sont faits de Moustier-Sainte-Marie en manganèse, qui sont les pièces les plus belles parce que le manganèse dans la terre, dans l'émail, ne fuse pas, et vous avez un travail exceptionnel. Voilà. J'ai fini, hein. Regardez cet orchestre avec regardez le chat qui est en train de gratter pour la fin, si vous voulez, j'ai trouvé que ce déplacement de ces tortues qui amènent ce singe qui fume l'opium, et nous sommes, nous, derrière, pour continuer à aimer la faïence. Merci. Bravo.